tous et bienvenue dans HCast, le podcast du ciné HK et asiatique, et accessoirement maintenant c'est tout nouveau, le podcast de l'horreur. On a décidé d'investir un nouveau segment, voilà. Aujourd'hui dans HCast on va parler d'horreur, mais évidemment d'horreur japonaise puisque nous sommes quand même dans le podcast du cinéma HK et asiatique. Pour parler d'horreur japonaise aujourd'hui, j'ai le nouveau maître du TikTok, non pas encore du TikTok on a dit, hein, il a un peu de retard sur les tendances, mais comment va le nouveau numéro 1 du vlog, hein. Bah le seul d'ailleurs à faire des vlogs en 2025. Tu sais quoi, c'est justement en ayant du retard qu'on crée des révolutions finalement. Je veux dire que c'est le cycle de la vie un petit peu quoi. Voilà, exactement. Et de l'autre côté, donc, vous avez pris l'habitude, l'équipe ne change pas, nous avons Flo, voilà, tellement fan de Hook qu'elle s'est coupée une main. Comment ça va? À peu près. Eh ben écoute, ça va très bien, voilà, ravi de participer une nouvelle fois finalement à HCast, le podcast sur le réalisateur des 7 samouraïs finalement. Et tout à fait, tout à fait. Ah non! Voilà, je pense que j'ai fait cette blague dans chaque épisode de Shitlist et de Pix Cinéma pour annoncer le podcast depuis un mois. Mais c'est une super blague. Mais elle me fait rire. Rapidement, Erwan, on l'a envoyé à une projo presse, et donc il a décidé de se filmer et de nous faire vivre ses pérégrinations au travers de la jungle parisienne pour aller en projo presse. Bon, il devait faire un vlog, ce qui finalement il en a fait deux, puisqu'en fait le premier vlog qu'il a fait, bah, c'était pas la bonne date, quoi. C'est-à-dire qu'il a été à la projo presse, mais la veille de la projo, quoi. Alors c'est un grand classique. Je me suis trompé de jour. Bon, ça va, tu le vis bien. Écoutez, j'ai appris de mes erreurs et je suis retourné le lendemain. J'ai fait un second vlog. Aujourd'hui, Take Two pour aller voir Her Story. Hier, je me suis trompé de jour. Tout ça pour dire que vous pouvez retrouver deux petits vlogs via notre compte Blue Sky, où Erwan finit par parler de Her Story, puisqu'il finit quand même par voir le film. Voilà, je spoil, je vends la mèche. On va parler aujourd'hui d'un cinéaste, effectivement, qui s'appelle Kurosawa. Donc vous avez eu la blague, ce n'est pas le réalisateur des 7 samouraïs, puisqu'il s'agit de Kiyoshi Kurosawa. Ah merde! Ah non, désolé, voilà, alors vous, elle avait préparé toute la bio. Mes 10 pages de notes. J'en étais sûr, évidemment. Mais non, il s'agit d'un réalisateur un peu prolifique, hein, on va dire. Hein. Voilà, je ne sais même pas à combien s'élève exactement le nombre de films à l'heure actuelle tournés par Kiyoshi Kurosawa. Une quarantaine. Une bonne quarantaine, en 6 mois. Hein. On va commencer par Flo, qui est un peu notre spécialiste de l'horreur. Hein. Écoutez, moi ça va être rapide. De Kiyoshi Kurosawa, je n'ai vu que Cure. Et comme c'est un film qui a tendance à m'épuiser, j'ai pas creusé plus loin que ça. Au-delà de ça, sur l'horreur japonaise, j'en ai vu quelques-uns. J'ai vu Ring. J'aime beaucoup Perfect Blue de Satoshi Kon, qui est un film d'animation. Probablement mon film d'horreur préféré, si je peux tricher un petit peu comme ça. Mais sinon, non, Kurosawa, c'est mon baptême, Cure, et c'est mon ultime onction. Erwan, de ton côté. Ma découverte de Kiyoshi Kurosawa passe en fait par ma découverte de la J-horror, de l'horreur japonaise, et donc de Ring. En fait, ça a un peu découlé de ça. Je pense que j'ai découvert Ring d'abord, donc de Hideo Nakata en DVD. Il y a eu ensuite une arrivée massive de J-horror en France par l'intermédiaire de ce média. C'est comme ça en fait que j'ai découvert Cure. D'abord par une diffusion sur Arte. Et il y a eu un coffret Charisma et Kairo qui étaient sortis ensemble. Donc c'est là où je me suis vraiment plongé là-dedans. Et c'était mon initiation à la J-horror qui a continué ensuite avec les Coréens à Whispering Corridors, la franchise. Et j'ai continué à suivre Nakata et Kiyoshi Kurosawa pendant des années après ça. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon appréciation pour le cinéma kurosawaien. Moi, le cinéma d'horreur en général, c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais c'est vraiment pas un genre cinématographique que j'affectionne énormément et dans lequel j'ai une très grande connaissance en fait. C'est pas moi qui vais faire les fonds de catalogue à droite à gauche pour aller trouver des trucs. Je ne dis pas ça parce que je vis avec une personne qui fait ce genre de choses, tu vois. Mon rapport à l'horreur, hein, c'est je vois plein de gens dire ce nouveau film d'horreur est fabuleux, allez tous le voir, c'est génial, et quand je le vois, je dis ouais, bof, voilà. On avait déjà parlé de When Evil Lurks, par exemple, hein, dans un autre podcast. C'est à peu près la réaction que j'ai à chaque fois. Du coup, fatalement, ouais, je connais quelques grandes étapes de la J-horror. Effectivement, Ring, qui est un film que j'aime pas beaucoup, hein. Et alors, il faut le dire directement. Kiyoshi Kurosawa, de manière générale, j'ai vu, pareil, des grosses balises, quoi. C'est-à-dire, oui, Cure, Kairo, Charisma aussi, 2-3 choses comme ça. L'horreur japonaise, c'est comme l'horreur en général. Je vois des films, mais de manière beaucoup trop éclatée pour vraiment développer une véritable expertise. Il y a un truc intéressant dans le cinéma d'horreur, je trouve, et c'est un peu comme la comédie. Le film doit quand même remplir un certain contrat quand tu le regardes, c'est-à-dire que le film d'horreur, t'attends qu'il te fasse peur en fait. Et je trouve que c'est un peu particulier parce que quand tu regardes un drame un peu standard, t'as pas spécialement d'attente vis-à-vis du film. Le film est pas censé te faire ressentir une quelconque émotion. Mais films d'horreur, t'as vraiment cette attente de la peur. C'est peut-être là aussi où il y a un critère de plus pour les juger qui fait qu'il y en a beaucoup dont je trouve qu'ils sont ratés, essentiellement parce qu'ils me font pas peur. Mais je sais pas si du coup c'est du mauvais cinéma ou si c'est juste que c'est un mauvais film d'horreur, mais ça peut être un bon film par ailleurs. En fait, les films d'horreur, c'est comme les jeux vidéo d'horreur. Il y a des gens qui sont terrifiés
devant leur écran quand ils jouent à des jeux vidéo d'horreur, et moi ça ne marche pas sur moi. Sans vouloir jouer le Tchad ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. En fait, comme au cinéma en général, je suis quand même plutôt détaché émotionnellement de ce que je regarde. Je suis rarement touché par ce que je vois. Bah c'est la même chose avec le cinéma d'horreur. J'arrive pas à me dégager de ce truc un peu rationnel du genre ce qu'on voit c'est sur un écran, tu vois, si je regarde à gauche ou à droite, je vois autre chose. Sauf si tu vas au Futuroscope. Là, l'image t'entoure. Alors le seul film d'horreur que j'ai vu au Futuroscope, c'était le truc de Thomas Pesquet. Ça m'a fait un peu flipper, j'avoue. Et on va donc plonger dans le sujet du jour, puisqu'on va parler de Cure. Cure de Kiyoshi Kurosawa, donc qui est un film qui est sorti en 1997, qui est un film à première vue policier, mais qui va très facilement dérivé vers le fantastique, avec Koji Yakusho, Tsuyoshi Ujiki, Hana Nakagawa et Masado Hagiwara. Et on va suivre l'inspecteur Takabe, qui va enquêter en fait sur des meurtres perpétrés par des gens à première vue bien sous tout rapport, qui vont s'attaquer soit à des proches, soit à des connaissances, des gens qui n'ont pas forcément d'antécédents. Avant de parler du film, nous avons chargé Erwan de nous faire un petit check de la carrière de Kiyoshi Kurosawa pour contextualiser un petit peu Cure. Donc Kiyoshi Kurosawa, déjà c'est un monsieur de 70 ans qui a une quarantaine de films derrière lui, donc c'est quand même une grosse carrière, hein. Il y a quand même toute une partie de sa vie où il n'y a pas 2 ans qui passaient sans qu'il réalise un, voire même 2 films. Il a une carrière un peu particulière dans le sens où il a toute une partie de sa carrière qui a été éclatée dans le V-cinéma, ou ce qui peut être l'équivalent du direct-to-video en fait. C'est-à-dire qu'au Japon, toute une partie de réalisateurs qui sont aujourd'hui connus, hein, comme Takashi Miike ou justement Kurosawa, qui ont fait leurs armes dans le V-cinéma, donc le vidéo-cinéma, où justement ils échappaient à la censure qui était liée à la télé japonaise, et donc ils pouvaient se permettre des expérimentations, notamment vis-à-vis de la violence, la représentation de la violence, parce que le public était à l'époque très friand, par exemple, des films de gangsters, des films de yakuza. Et donc, il y a une dizaine de films que Kurosawa a réalisés dans le V-cinéma. Là où il va vite se rendre compte qu'il est assez doué et il commence à avoir pas mal de succès, c'est justement dans les films de fantômes, en fait, dans la J-horror, dont il va finalement devenir vraiment un pilier, en fait. Cure est considéré encore aujourd'hui, et par des gens comme Bong Joon-ho ou Martin Scorsese, comme un des films les plus importants de l'histoire du cinéma. Et donc il va construire sa carrière, en tout cas le début de sa carrière, celle qui va lui ouvrir la porte des festivals, sur la J-horror en fait, sur ces films de fantômes qui sont d'une certaine manière héritiers du Kaidan Eiga, qui est un genre de film de fantômes des années 50-60, des films en costume du Japon, on va dire, médiéval, où les fantômes revenaient pour se venger d'une injustice. Et donc d'une certaine manière, avec Hideo Nakata, il est vraiment l'un des pères fondateurs de la J-horror moderne qui, encore aujourd'hui, continue d'influencer, hein. Quand vous voyez les Insidious, ce genre de choses, c'est extrêmement influencé par le style visuel très particulier, en fait, on dirait presque clinique de l'approche de l'horreur, qui en général n'est pas démonstrative, elle est sans effusion, finalement assez discrète. C'est parfois justement, à mes yeux en tout cas, ce qui la rend assez fascinante en fait. Et donc c'est un réalisateur qui va beaucoup aussi évoluer avec le succès. Après Cure, qu'il a vraiment révélé au grand public, entre 1997 et 2008, il a fait un marathon où il a fait coup sur coup, donc Charisma, Kairo, Doppelganger, le court-métrage du film anthologique House of Bugs, Loft et Rétribution, et dont une bonne partie est avec son acteur fétiche Koji Yakusho, qui peut être soit dans le rôle principal, soit il fait une apparition qui est un peu un clin d'œil aux fans. À partir de là, donc il va vraiment être sur le devant de la scène, hein. Il va faire le festival de Cannes, où il va d'ailleurs remporter 2 prix pour 2 films différents dans la catégorie Un certain regard, et en fait il va décider de s'éloigner un peu au fur et à mesure, en tout cas par moment, de l'horreur. Il va faire par exemple un film qui s'appelle Tokyo Sonata, qui est un drame familial qui va remporter vraiment une flopée de récompenses, mais qui va aussi malheureusement être un échec commercial. En fait, Kiyoshi Kurosawa, quand il a du mal à monter des projets, sans cesse il va revenir à l'horreur, et à chaque fois qu'il le fait, en fait ça va être un succès. Donc il a une relation avec les films de fantômes qui est assez forte, et qui va toujours lui permettre d'avoir des récompenses, de revenir sans cesse sur le devant de la scène, si bien qu'il est tellement encensé en France qu'il va réaliser en tout 2 films en France. Donc c'est quelqu'un qui a obtenu une renommée internationale à travers une évolution qui est très liée à la J-horror, et que finalement les spectateurs attendent d'une certaine manière, parce que c'est son trademark. T'es en train de nous dire que c'est un peu le Johnito du Japon, quoi. Le réalisateur qui dit « j'aimerais bien faire autre chose que du polar », mais dès qu'il le fait, les gens regardent de travers. Ce qui est intéressant, c'est que un de ses plus grands succès avec le public, ça a été Wife of a Spy, ou en français Les Amants Sacrifiés, qui a été récompensé du meilleur film au 15e Asian Film Awards, et qui était reparti avec le Lion d'Argent de la Mostra de Venise. Donc il peut quand même s'éloigner du genre et faire des choses complètement différentes, et quand même faire des choses de qualité qui retiennent l'attention des critiques. Mais c'est la relation avec le public est toujours plus compliquée. Et ben maintenant qu'on a posé un peu le contexte, on va directement parler du film. Je vous cache pas que je suis pas la plus grande fan de Cure qui existe sur Terre. Il fait des trucs que je trouve très réussis, il fait des trucs que je trouve qui vont pas assez loin, et il fait des trucs qui je trouve qui sont ratés. Pour commencer, parce que je trouve que le film réussit beaucoup, je trouve que c'est un film qui réussit
très rapidement, dès les 5 premières minutes, à instaurer une espèce de climat de malaise, que ce soit grâce à ses éclairages, le fait que Tokyo soit complètement vide. Le thème du film, évidemment, instaure un malaise très rapidement, mais il y a aussi une multiplication des plans larges, et surtout lors des crimes, parce que on l'a pas encore dit, mais dans Cure, évidemment, il va y avoir des meurtres, mais les meurtres, ils vont être montrés à la caméra. Ils sont toujours un peu montrés de la même manière, avec des plans larges et qui mettent pas mal de distance avec le spectateur, mais ça rend les meurtres presque anodins, un peu aseptisés, et ça crée une atmosphère ultra pesante, je trouve. Et même si les meurtres, ils sont assez soudains... on a tendance quand même assez souvent à les voir venir et on en devient presque complice en réalité. Il y a un côté très voyeuriste dans ce film qui rejoint un peu le côté malsain. Donc toute cette ambiance-là, elle est plutôt très réussie et je trouve qu'il y a une angoisse qui s'installe assez vite quand on comprend tout le mécanisme qui est au centre du film, donc à savoir avec effectivement ce personnage qui apparaît et qui s'avère être plus ou moins le tueur. Et donc cette angoisse pour moi c'est que le personnage de Koji Yakusho qui joue ce flic puisse potentiellement tuer sa femme, parce que c'est ça le truc aussi, c'est que les meurtres semblent complètement sans logique, complètement faits au hasard, et du coup on se demande si ça peut pas aussi frapper, cette malédiction ne peut pas frapper le héros du film. Alors je vous cache pas que c'est un film qui me fatigue un peu mentalement parce qu'il me met très mal à l'aise. Ce qui fait que j'ai une approche assez clinique et très froide du film. La plupart du temps, je vais plutôt avoir tendance à me fondre un peu dans l'œuvre et à ressentir pas mal de trucs dès que je vois un film. Là, justement, je suis finalement assez proche de ce que le film cherche à évoquer, c'est-à-dire une espèce de froideur, ouais, voilà, d'analyse clinique du meurtre. Ça, c'est les trucs que je trouve assez réussis dans Kyo. Après, il y a des trucs où je trouve que justement le film va peut-être pas assez loin, ou plutôt, je sais pas s'il a changé de thème en cours de production, ou si simplement c'est pas assez clair, mais pour moi, le tueur, il a tout d'une espèce de figure un peu apocryphe qui annoncerait l'apocalypse. Donc c'est un mec qui est amnésique, qui surgit soudain dans le récit. En plus, il est sur une plage, il arrive au moment où t'as les morts qui se multiplient dans le film. C'est une espèce de manifestation de la bête de Satan, et il y a presque une dimension même d'horreur cosmique à la Lovecraft, qui est pas si éloignée de Lovecraft, justement à cause de cette proximité avec l'océan et tout le mystère qui plane sur la première moitié du film. Tout à l'heure, Marvin, tu disais qu'on découvre assez vite qui est responsable derrière les meurtres, mais moi je trouve que c'est pas forcément si évident. Tu penses qu'il est lié au meurtre, mais t'es pas nécessairement sûr de comment exactement, etc. Et en réalité, ça j'ai appris en faisant quelques recherches. À l'origine, le film, il était censé s'appeler Evangelist, donc il avait cette espèce de connotation religieuse à la base, mais que le titre a été changé, et il a été changé pour une raison très précise, c'est que en 95, il y a eu les attentats au gaz sarin par la secte Home dans le métro de Tokyo, et du coup, il s'éloigne de la symbolique religieuse, et il donne un côté presque médical, et encore une fois je réutilise ce mot, mais très clinique au film, et je trouve que malgré tout, même si au final ce thème là il est un peu survolé, je trouve qu'il y a quand même encore une espèce de survivance du religieux dans le film, et que au-delà d'être une figure, on va dire fantomatique, moi je trouve que c'est aussi et avant tout une espèce de figure religieuse, le tueur. Il a quelque chose d'extrêmement messianique qui est très angoissant, et ça pour le coup je trouve que ça fonctionne bien, mais que justement le film va pas assez loin là-dedans. Et il y a un truc qui en revanche je trouve est un échec total dans le film, quand on apprend que le tueur il allume Mesmer, il hypnotise ses victimes, etc. Je trouve que justement le film est pas assez critique de la psychiatrie comme arme de contrôle social. Déjà d'une part je trouve que ce genre de ficelle est un peu facile, mais du coup on a les institutions psychiatriques et policières qui marchent main dans la main dans le film. Alors ça c'est pas la première fois qu'on voit ça au cinéma, hein. De façon générale ça s'est beaucoup vu, surtout dans les thrillers un peu psychologiques comme ça. On a ce personnage du flic qui refoule beaucoup ses émotions, qui est assez brutal dans certaines scènes. Il y en a même une où il dit carrément au tueur, c'est des fous qui pourrissent la vie des honnêtes gens. Et du coup t'as tout ce message là qui est pas forcément désamorcé par la suite du film, donc tu sais pas exactement sur quel pied danser, parce que tu comprends pas trop si le film il dénonce ça ou si il fait finalement jamais que ce qu'ont fait tous les thrillers psychologiques jusqu'ici, à savoir faire un espèce de gloubi-boulga psychologique pour appuyer les thèses policières et caractériser l'espèce de serial killer qui est derrière. En démystifiant complètement le truc, très rapidement on te fait comprendre, bah non, en réalité il y a rien de fantastique là-dedans, c'est jamais qu'un mec qui est très très fort en hypnose, et du coup c'est très bizarre. Derrière ça, t'as toute la fin du film aussi où t'as une espèce de retour à la normalité, mais t'as le dernier plan du film où t'as le couteau qui surgit soudain dans la dernière scène, qui te laisse la place au doute avec un espèce de retour au plan large pareil, mais des gros guillemets. Est-ce qu'on vit dans une société qui est complètement folle, où les gens justement ont des pulsions meurtrières comme ça, ou est-ce que c'est la faute de cette espèce de figure de bête de l'apocalypse qui est venue pour convaincre les gens de s'entretuer? On sait pas trop, et moi je trouve que c'est dommage de laisser planer cette ambiguïté. Ça nuit plus au film que ça ne sert son propos,
parce qu'en réalité je comprends pas trop ce qu'essaie de me raconter le film. Moi c'est un film que j'aime beaucoup, hein, Cure. Je vais juste rebondir sur les 2-3 petits points que t'as soulevés. Déjà, ce que j'aime beaucoup dans Cure, alors le truc qui me marque le plus, hein, vraiment l'idée visuelle la plus littérale possible qui me marque énormément et qui est pas d'ailleurs l'apanage de Cure, hein, puisqu'on voit beaucoup ça dans la filmo de Kurosawa, c'est sa manière de filmer Tokyo, en fait, qui est un truc qui pour le coup me glace quand même toujours un petit peu. Cette espèce d'immense ville totalement vide, chaque fois que quelqu'un se balade ou que t'as un plan sur quelqu'un qui marche dans les rues et tout, tu passes ton temps à te dire mais y a personne dans cette ville, tu vois. Et t'as un truc vraiment étrange, hyper inquiétant en fait, qui flotte pendant tout le film, que je trouve vraiment très réussi en fait par rapport à ça. Par exemple, le plan où on sait que sa femme a une maladie mentale, elle oublie de plus en plus de choses, et de temps en temps, par exemple, pendant qu'elle part se balader, elle se perd. Et il la retrouve dans un endroit où vraiment elle est complètement seule, quoi. C'est assez incroyable, je trouve. En fait, c'est un film qui rejoint beaucoup ce qu'on pouvait faire aussi dans le film policier, notamment chez Kitano, hein, pour ne pas le citer. On en avait déjà parlé dans ce podcast-là, quand on avait parlé de Violent Cop, d'ailleurs, il y a quelques temps déjà. C'était que la J-horror, un peu comme un certain polar japonais de cette époque-là, elle avait aussi cette fonction, en tout cas avec un regard occidental, d'être le contrepoint, finalement, du regard, tu sais, idéalisant de la société japonaise. Tu sais, l'Eldorado technologique, les gens sont gentils, les gens sont sages, il n'y a pas de criminalité. Tu sais, c'est ces clichés abrutissant qu'on avait, tu sais, via la télé grand public, on va dire, quoi. Entre tradité et modernisation. Oui, tout à fait, ouais. Et Kiyoshi Kurosawa, il a beaucoup montré ça, avec des choses parfois amusantes à revoir, hein. Par exemple, la surprésence d'Internet, c'est quelque chose qui peut nous paraître totalement désuet maintenant, mais pourtant c'était le sujet central de Kairo, quoi. Voilà, qui était un vrai motif d'inquiétude pour lui, avec des glitches qui arrivaient un peu partout, et ça prenait d'ailleurs une tendance totalement apocalyptique après. Et donc il y a aussi ça dans Cure, et ce que j'aime beaucoup, c'est comme le disait Erwan tout à l'heure, ouais, il y a une sorte de discrétion dans sa manière, moi je trouve, de montrer que sous le vernis, bah il se passe aussi des choses horribles dans cette société-là. Par exemple, en mettant beaucoup d'images qui sont quasiment subliminales. Les images les plus graphiques qu'on peut voir dans le film, parfois on a à peine le temps de les voir, quoi. C'est intercalé entre deux plans comme ça, c'est pas forcément du meurtre frontal et goré, tu vois, c'est pas l'espèce de percée du giallo à Hong Kong qui a eu un moment, quoi. Pour le coup, il y a quelque chose d'un peu subliminal parce que Kurosawa, il s'est toujours défini comme un cinéaste du trauma, en fait. En gros, il se base beaucoup sur le principe de l'après-coup, c'est-à-dire qu'il se dit, c'est pas le meurtre en lui-même qui l'intéresse, c'est, on va dire, la marque que ça va laisser sur les gens qui ont assisté à ça ou qui sont au contact de l'histoire, quoi. En fait, c'est comme si t'avais un trauma qui s'insérait entre des plans à chaque fois, et parfois d'ailleurs il y a des images qui n'ont pas forcément de lien avec la séquence qu'on est en train de regarder, qui s'intercalent, tu sais pas trop ce qui vient de se passer, mais il fait beaucoup ça, quoi. Et pour revenir sur l'histoire de la police qui marche un peu avec la psychiatrie et le fait que c'était pas spécialement désamorcé, je trouve qu'il y a quand même un plan, une scène qui désamorce assez bien le truc, mais qu'il fait peut-être encore une fois de manière trop discrète ou trop esthétique, je dirais. C'est le fameux plan où en fait t'as toute l'explication du psy à l'inspecteur qui part sur un truc hyper cartésien, et d'un coup t'as la caméra qui se décadre et tu vois une énorme croix sur le mur qui décrédibilise tout de suite toutes ces explications parce que de toute façon, bah voilà, c'est mort. Et je trouve par exemple ce truc symboliquement quand même super fort, quoi. Et ben moi, Cure, c'est un film qui m'a énormément marqué. J'ai revécu mon visionnage initial où j'avais envie d'absolument éclater Mamiya. Ah, le tueur. On en avait parlé en off, il m'avait souvent dit, Erwan, j'ai envie de l'éclater. Ah ouais, j'ai envie de l'éclater avec ses... je sais pas, à chaque fois qu'il répond, quoi ? Hein ? Où ça ? Il est un peu insupportable. Il est complètement insupportable. Mais ça participe du personnage, je trouve. Ça marche bien. On voit d'ailleurs que le personnage principal est littéralement en train de péter les plombs devant. Ah mais non, mais c'est un très fort moment d'identification, hein, à ce moment-là. Il y a une scène où il pète une durite et il veut carrément le frapper, mais je crois qu'ils sont pas dans la même pièce et qu'il balance son café à la fenêtre ou un truc comme ça. Enfin, il est. Mais il y a un moment où il lui casse la gueule, mais on le voit pas en fait. C'est-à-dire que c'est la scène où Mamiya commence à réussir à hypnotiser Takabe et on passe à un plan du flic adjoint qui ouvre la porte et là on voit Mamiya par terre. D'ailleurs, c'est intéressant justement dans le film. Le flic, donc interprété par Koji Yakusho, a une relation très particulière avec le personnage du tueur en série, avec le personnage de Mamiya. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film qui est extrêmement influencé par Le Silence des Agneaux. Ça, c'est Kurosawa lui-même qui le dit. On retrouve beaucoup d'éléments de la structure du Silence des Agneaux dans le film, et de toute façon, beaucoup d'éléments du film, de thriller, du film policier américain en général. On a ce flic qui est, d'une certaine manière, à 2 semaines de la retraite parce qu'il va partir en vacances. Trop vieux pour ses conneries, quoi. Il est trop vieux pour ses conneries. Bien sûr. Il n'a pas de relation véritablement avec qui que ce soit d'autre, ni même d'ailleurs avec sa femme. Il est absolument pris par son boulot. Constamment, il pense qu'à ça, et il pense qu'à coffrer ce mec avec lequel il y a une relation d'égal à égal qui s'instaure au fur et à mesure où Mamiya reconnaît en lui un adversaire qui est à sa hauteur. Et comme lui comprend que c'est un mec qui est beaucoup plus malin que ce qui donne l'impression.
Pour revenir un peu à ce qui a été dit auparavant, et notamment par Flo, déjà moi je suis très friand en général de films d'horreur, contrairement à vous deux. Je trouve que justement l'ambiguïté de tout le récit, le fait qu'on n'ait pas de réponse définitive et qu'on nous offre des éléments de réponse à droite à gauche dans le film, je trouve que justement c'est ce qui fait son intérêt. Je pense que c'est pour ça que Cure, on s'en souvient comme un film aussi important dans l'histoire du cinéma pour plein de cinéastes, c'est que la forme épouse parfaitement le sujet, c'est-à-dire que c'est un film qui est en état de confusion. Il nous montre des personnages qui sont confus, qui vont dans le mur, il nous montre une ville qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas le fonctionnement, qui est tellement différent de la réalité qu'on connaît vraiment, et c'est un film qui exerce un pouvoir de fascination, et la fascination c'est aussi le sujet du film, c'est-à-dire comment ce personnage arrive à fasciner ses victimes pour commettre des crimes affreux dont même on ignore la finalité, c'est-à-dire qu'on nous donne des éléments de réponse. Dans la psychanalyse, on nous donne des éléments de réponse en termes de criminalité, on nous donne des éléments de réponse par rapport à la religion, justement, comme tu le disais, Flo. Et le fait qu'on ait toutes ces choses, ça rend confus, mais pour moi, dans le bon sens du terme, où c'est une figure absolument insaisissable, c'est-à-dire que le seul moyen de se débarrasser de Mamiya à la fin, c'est quand même de le tuer. Parce qu'on ne peut pas l'arrêter, en fait. Si on l'arrête, il va continuer à manipuler les gens à droite à gauche et à leur faire commettre des atrocités. Dans sa manière de filmer même, ces longs plans, beaucoup de plans de profil, en plan très large, où on inscrit vraiment un personnage dans un univers, ça met mal à l'aise dans le sens où d'un seul coup, quand il va casser cette logique et passer rien que sur un plan rapproché d'un personnage, c'est extrêmement saisissant. Il ramène vraiment à la puissance évocatrice d'un simple cut, en fait. Moi, j'ai été marqué par le plan où la première fois, Koji Yakusho s'installe en face de Mamiya pour la séquence d'interrogatoire, où on voit juste un œil de Takabe, on ne saisit pas complètement les personnages, on n'arrive pas à les voir complètement, et je pense que ça va avec le fond du film, c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on saisisse ces personnages. Comme je disais, le sujet du film, c'est la confusion, et on retrouve ça dans tous les éléments du film, dans sa relation avec sa femme, on comprend pas comment elle fonctionne, on ne dit pas elle a telle maladie, on comprend juste qu'elle a une maladie mentale, on nous explique pas spécifiquement ce que c'est. Moi, c'est ce qui fait que le film marche si fort sur moi. On est habitué à ce que les films d'horreur fassent, à mes yeux, l'erreur de vouloir s'expliquer. Là, ce qui me revient le plus rapidement possible, c'est Us. Je trouve que le film s'écroule notamment quand il essaye d'expliquer, ok, voilà scientifiquement ce qui s'est passé. Après, Us, j'imagine que c'est contextuel et que c'est plutôt un truc de studio. Mais bon, le résultat est là. C'est vrai, pour rappeler quand même l'info, c'est que t'as un personnage qui se met littéralement devant un tableau et qui nous dit voilà ce qui se passe. Ah. Et on perd toute cette ambiance surnaturelle qui est extrêmement forte. Enfin, l'atmosphère des films de Kurosawa, c'est, j'ai envie de dire, je caricature, mais 90% du film en fait. Ce qui m'a marqué aussi dans le film, et je sais pas si vous y avez fait attention, le motif répétitif du background noise, des sons ambiants. しかしそれは変でしょう。ええ、確かに変ですね。ちょっといいですか。 J'allais le signaler parce que ça m'évoque beaucoup Eraserhead, ce fameux truc que Lynch disait pour rendre le film désagréable, bah, j'avais pas de meilleur moyen, par exemple immédiat, que de mettre un bruit de fond désagréable tout le temps. Ce qui fait qu'en plus par moment tu distingues pas forcément ce que les gens disent. Tu vois, quand t'as ces fameux plans larges dont tu parles, eh ben avec l'effet du bruit de fond, t'as l'impression d'être vraiment loin au niveau environnemental. Par exemple, moi je pense à la scène du commissariat. Ok, génial. Qui est assez rigolote aussi, parce que je dis rigolote dans le sens où t'as des ruptures de ton dans le film qui font que t'as des trucs presque, tu vois, comiques au niveau du tempo. C'est-à-dire le flic qui tue un autre flic, et qui va le cacher dans le commissariat de manière un peu absurde comme ça. Et en même temps, t'as le bruit de fond permanent, tu vois, t'as l'impression de pas tout distinguer. Il y a aussi le même dans Kairo. Hein, les meurtres sont pas traités comme des choses super importantes parce que je pense que c'est pas le meurtre en lui-même qui l'intéresse, comme tu disais, c'est le trauma derrière. Mais du coup, le meurtre, il est traité comme quelque chose de relativement anodin et c'est pour ça qu'il est filmé comme ça. Et en réalité, quand tu regardes la scène du commissariat, elle est typique de ça. On est loin, on a cette espèce de bruit de fond qui nous empêche de trop savoir ce qui se dit, ce qui se fait. Le flic bute son pote. Ça prend une demi-seconde et derrière, tu sais, limite, il regarde son flingue d'un un petit peu interrogatif, il le rentre, il sait pas trop où il est, il sait pas trop ce qu'il fait, il traîne son pote. Enfin, pour lui, c'est jamais qu'une scène de la vie quotidienne, alors qu'il vient de commettre un meurtre de sang-froid, mais ça n'a rien de particulier et du coup, ça met vraiment mal à l'aise de ce point de vue-là. Et je pense que t'as raison, Erwan, sur le fait que le film, il est extrêmement confus. Alors il l'est à dessein, ça je te l'accorde, mais du coup ça le rend malaisant et difficile à regarder, moi je trouve, parce que justement je le trouve épuisant quoi. Tu ressors pas de là en ayant simplement vu un film de 2 heures, tu ressors de là quand même un petit peu lessivé. Et c'est je pense le but de l'expérience, et la raison pour laquelle tant de gens ont pris une claque à ce moment-là, et j'utilise le mot lessivé pour revenir au motif du background noise, mais moi, ça me rappelle la machine à laver. Et qu'est-ce que c'est la machine à laver ? C'est la machine que sa femme allume tous les jours et que lui vient éteindre tous les soirs. Et on sait qu'il n'y a rien dedans parce que chaque fois il regarde et on comprend au bout d'un moment qu'elle a juste un problème et qu'elle la met sans cesse en route. C'est ce truc de sa vie qui se répète et qui est bloqué dans un cycle éternel. Et c'est ce qu'il dit quand il est confronté par Mamiya
qui lui dit qu'il en peut plus de sa vie, qu'il en peut plus de sa femme, qu'il se laisse aller en fait à révéler à Mamiya ce que c'est sa vie et le mal-être qu'il porte. Et c'est justement ça qui va les faire se connecter ensemble l'un à l'autre. Mais on a ce côté vraiment purement narratif de la relation entre le tueur en série et le flic, qui est finalement une figure très classique du cinéma, notamment du cinéma américain à l'époque, années 80-90. Mais c'est aussi tout ce travail sur l'ambiance, sur la mise en scène, qui pour moi fait vraiment la force et l'originalité de ce film en fait. Ce que tu dis, c'est très très symbolique aussi de ce que je considère comme étant quasiment aussi un des discours centraux. C'est-à-dire que ce personnage, la Mamiya, il révèle un petit peu, en gros, ce que tu montres pas derrière la courtoisie, tout simplement, en fait. Parce que, encore une fois, je parlais de cette image fantasmée, et je pense que c'est assez important, de la figure du japonais, tu sais, très discipliné, très courtois, voilà. Et en fait, Mamiya, il révèle ce truc, et c'est évidemment à dessein que ce personnage-là, t'as envie de l'éclater, parce que, en fait, il te fait sauter toutes les barrières sociales, tellement il est irritant. Et c'est un peu ce qui se passe pendant tout le film, parce que, tu vois, le flic qui bute son pote, le mec il parle tout le temps, j'en peux plus, je vais le buter, tu vois, littéralement. Et là en fait il a juste fait sauter l'espèce de barrière sociale, tu vois, toutes les inhibitions de la courtoisie finalement elles ont explosé, et c'est le discours autour de Takabe et de sa femme en fait, parce que tu comprends relativement bien que lui, en fait, si elle mourait ou s'il la mettait quelque part et qu'il s'en occupait plus, bah en fait, il serait complètement soulagé, quoi. Et c'est un truc qui, au contact de Mamiya, il va assumer de plus en plus cette idée-là, quoi. C'est extrêmement juste. C'est ce qui rend le film d'autant plus troublant à mes yeux, c'est que finalement, tu te rends compte que il en faut peu pour faire basculer quelqu'un, et qu'effectivement, c'est un révélateur de nos inhibitions et de nos désirs secrets. Et comme tu le dis encore une fois très justement à propos de Takabe, c'est que Takabe, en fait, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend qu'une seule chose, c'est que sa femme meure en fait. Il le rêve même s'il a été influencé, mais ça a révélé dans un rêve, ce qu'il voulait vraiment, c'est qu'elle se suicide, ou en tout cas qu'elle meure. Et c'est ça qui rend ça troublant, c'est qu'en fait, on disait qu'on peut avoir du mal à appeler Mamiya un tueur en série, parce que en fait, il ne tue personne. Il suggère ce que tu veux vraiment faire. Si je t'hypnotisais, Flo, je pense que tu tuerais plein de gens. C'est certain, il n'y a pas besoin. Et je sais même qui, tu vois, genre, j'ai des idées. Non, mais je suis d'accord avec vous, et à la rigueur, en réalité, je pense que j'ai même de comprendre un truc assez intéressant sur le film. Le côté un peu insaisissable de ce personnage-là, au-delà même de raconter des choses sur effectivement tous les personnages qu'il rencontre et dont il va montrer finalement les véritables pensées en désamorçant complètement, comme tu le disais, Marvin, les inhibitions. Je pense qu'il dit aussi beaucoup de choses des spectateurs qui le regardent. Tu vois, quand Erwan il me dit, j'avais envie de lui éclater la gueule quand il me parlait, je me dis qu'en fait ça veut dire que Erwan, d'un film policier, ce qu'il est en attente, tu vois, au fond de lui, malgré ce qu'il nous dit, c'est qu'il a quand même envie d'avoir des réponses et que le coupable soit puni, quel que soit le Parce qu'Erwan est de droite. C'est ce que j'essayais de dire depuis tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que du coup, ton mal-être, il est pas forcément le même vis-à-vis du film en fonction peut-être de ton rapport justement à l'autorité, à la manière dont les enquêtes policières sont conduites, etc. Et surtout à la manière dont tu te comportes en société et dont t'attends peut-être qu'on se comporte en retour avec toi. Mamiya, le problème de ce personnage-là, comme tu le disais, c'est que comme il fait un petit peu sauter toutes les inhibitions et toutes les conventions sociales, c'est même plus de la politesse, parce que là on parle carrément de meurtre, c'est littéralement tout ce qui sépare l'homme et l'animal. Et c'est intéressant parce que quand tu ne fais que regarder le film, forcément t'es pas confronté directement à lui, mais il a un côté insaisissable qui est agaçant et qui, je pense, peut énerver plus ou moins vite ou bouger les curseurs différemment en fonction de la personne que toi tu es. Ouais, tout à fait. Je me demande si c'est peut-être pas pour ça aussi que le film il est apprécié de manière différente en fonction de la personne qui le regarde, et surtout tout le monde a pas forcément le même degré de tolérance vis-à-vis de ce personnage-là, ce qui fait que moi c'est pas tant qu'il m'agaçait en fait, moi c'était plus que son côté insaisissable. J'arrêtais pas de me dire ok, mais il va pas y avoir de fin à ce film parce que il est fait tourner en bourrique et je le vois et je m'en rends compte, mais du coup comment on s'en sort? Effectivement, tu l'as dit, Erwan, la seule façon de se sortir de cette situation en réalité c'est de le tuer, parce que si tu n'arrêtes pas son espèce de cercle vicieux un peu infernal là, il va toujours s'en sortir et toujours faire en sorte que des gens meurent, etc., faire commettre des horreurs. Pour en revenir sur le côté religieux très rapidement, le fameux X là qu'on voit partout à chaque fois que des meurtres sont commis, ou le truc qui est peint au mur là, ça c'est assez formidable aussi, parce que à partir du moment où on comprend que c'est juste qu'il est beaucoup plus malin que tout le monde et qu'il arrive à retourner le cerveau des gens et faire en sorte que les gens commettent des meurtres simplement par un espèce d'outil de psychanalyse, il y a quand même toujours une espèce de dimension fantastico-religieuse derrière, parce que ça n'explique pas la croix et ça n'explique pas pourquoi les gens commettent les meurtres de cette manière en particulier. C'est très bizarre. On a un début d'explication
qui encore une fois est très vaporeuse. Comme le film finalement. Comme le film, d'ailleurs, qui crée un parallèle marrant avec Ring. Oui, avec la cassette là. La fameuse cassette vidéo que lui passe son copain psychanalyste, où on voit une femme âgée dont on nous explique qu'elle a tué quelqu'un de sa famille, un membre de sa famille. Et donc c'est la toute première retransmission qui avait été faite dans l'histoire de la télévision japonaise. On aperçoit en amorce du plan où on la voit assise, quelqu'un faire le même signe de croix pendant qu'il l'hypnotise, visiblement. C'est encore une fois un de ces éléments de réponse, mais qui ne va pas, contrairement par exemple à Ring, qui va t'apporter une sorte de fin définitive. Oui, voilà ce qui s'est passé, voilà la raison de tout ce qui s'est passé. C'est un élément supplémentaire de réponse dans un univers voilà, très confus mais à dessein. C'est le fait que cette explication est désamorcée en continu par d'autres pistes en fait. Justement le fameux symbole de cette croix qui s'affiche sur le mur quasiment du personnage le plus rationnel du film quoi. Tu crois que t'as tout compris et en fait pas du tout. C'est très déstabilisant, mais aussi bien pour le personnage que pour le spectateur. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a pas plu nécessairement, mais c'est parce que moi, je pense que ce que j'attends d'un thriller, ou du moins ce que je pensais être un thriller justement, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que j'avais pas peut-être les bonnes attentes quand j'ai lancé le film, c'est de me dire que je m'attends à un truc un peu policier, donc est-ce que peut-être le tueur il joue un peu avec mon esprit, parce que voilà... Mais je m'attends quand même derrière à ce qu'on ferme les portes les unes après les autres et qu'à la fin du film, on ait compris ce qui s'est passé, quoi. Ce qui est pas du tout le cas de Cure, en réalité, t'es limite plus confuse à la fin que tu ne l'es au début. Parce qu'au début, t'as juste une espèce de série de meurtres et tu te dis, ok, c'est relativement simple. Et à la fin, tu sais plus trop où t'en es, quoi. D'autant plus que c'est pas comme si l'histoire se terminait avec la fin du film, en réalité. Parce que le plan final du film, de ce point de vue-là, il est assez fascinant. Et ça pourrait, limite, sembler être un peu facile de relancer ça comme ça. Mais je trouve que ça marche super bien et que du coup ça te fait encore plus douter de l'ampleur en réalité du phénomène, de est-ce que c'est vraiment uniquement Mamiya qui cause ça, est-ce que c'est pas un phénomène qui est encore plus grand que lui, un phénomène de société, et c'est comme ça que ça rejoint le reste de la filmographie de Kurosawa, c'est que finalement il s'attaque au vernis de la société, de qu'est-ce qu'on cache, la violence en fait internalisée qui explose au fur et à mesure, et ce que tu dis est très juste, c'est que quand on arrive à cette fin, au début on se demande un peu ce qu'on fait là. Et effectivement, juste cette personne qui sort un couteau, tu te dis, ah mais en fait Mamiya n'était peut-être potentiellement pas lié à tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'était lui aussi une victime et que c'est inévitable que ce genre de phénomène continue parce que en nous, nous avons tous cette violence qui n'attend que d'être révélée et réveillée. Où tu dis qu'il est peut-être simplement le déclencheur d'un truc, effectivement, qui est plus profond et qui sommeille en chacun d'entre nous, etc. Mais c'est le cas, je pense que c'est justement là où on a un vrai élément de réponse, c'est que il influence les gens pour révéler qui ils sont vraiment, et c'est la vision qu'a Takabe de sa femme morte. Je pense que c'est une des réponses les plus définitives, qu'en fait il montre que ce que les gens veulent vraiment au fond d'eux, ce qu'ils recherchent vraiment. Mais ce qui veut dire que tout le monde, pas seulement ceux qui sont influencés par Mamiya, ont cette violence, ont ce désir de mort en fait. Je trouve que ça en dit long justement sur la société japonaise, dans la façon dont elle est perçue par le réalisateur. Non mais vous m'avez convaincu, je vais rajouter une étoile sur les Letterboxd. Non franchement, non mais avec le recul comme ça en parlant avec vous, c'est vrai que c'est intéressant. Je pense qu'en réalité je l'ai pas nécessairement compris parce que d'un autre côté le film cherche pas à ce que tu le comprennes complètement, mais je pense que je l'avais peut-être pas pris par le bon bout. Peut-être à la rigueur si je le revoyais... Plutôt que de le revoir, de compléter. Vu que Kairo est très très à mon avis connecté thématiquement à Cure, je trouve que c'est une bonne... Un bon complément, ouais. À la rigueur pourquoi pas, ouais. Parce que c'est vrai que du coup le thème est intéressant. Moi, je pense que c'est vraiment l'exécution qui me plaît pas, mais c'est purement personnel. En plus, je sais pas pourquoi, j'étais un petit peu fatigué. Du coup, tu t'es endormi? Non, parce que ça se trouve, c'est vraiment le personnage qui t'a hypnotisé premier degré, tu vois. Attends, est-ce que tu l'as regardé avant ou après t'être ouverte la main? C'était avant. Ah, tu vois? Peut-être que c'est un acte manqué. J'ai peut-être essayé de me planter. Ouais, écoute, qu'est-ce que ça te dit de moi? C'est le résultat de la fascination qu'exerce Cure sur ses spectateurs, et tu en as été une victime. C'est incroyable, parce qu'évidemment, hein, on a parlé de Mesmer, hein, vous avez remarqué. Évidemment, on parle pas du Mesmer. J'allais faire la blague. Non, parce que je préfère préciser quand même hein, qu'on parle pas du Mesmer, qu'on peut aller voir en spectacle en France, hein, bien sûr. C'est lui qui a influencé Koji Yakusho. Voilà, je suis pas persuadé. Hein, non, on parle d'un monsieur du 18e siècle qui parlait en fait du pouvoir de fascination animale, je crois, un truc dans le genre. Ça vient de là, c'est ce Mesmer-là qui est un peu le précurseur de l'hypnose. Je pensais que c'est de là que vient le mot mesmerize en anglais. Tout à fait, ça vient de là. Non, c'est vraiment ça en plus. Donc mesmerize, être fasciné. Hein. Putain, c'est vraiment un podcast où
On apprend que des trucs. Hein, et franchement, podcast éducatif. Hein. Et d'ailleurs, le concept de l'après-coup, alors c'est une vraie influence de Kurosawa, hein, et qui pour le coup s'intéresse premier degré beaucoup à la psychiatrie et à la psychologie. Hein, c'est-à-dire que la fameuse théorie de l'après-coup, du trauma et des images subliminales, en fait, il la tire totalement d'une théorie, je crois que c'est lacanien, où justement, c'était en gros la théorisation du fait qu'un acte, on va dire, choquant, ne te frappe pas au premier abord. Et que justement, c'est juste une espèce de trace qu'il va laisser dans ta psyché pour toute ta vie et que tu vas le revivre en boucle, quoi. Et c'est un peu ça le principe de beaucoup d'éléments de l'horreur chez Kurosawa, quoi. T'as ce fameux film là, Eyes of the Spider, dont j'ai parlé au début, un de ses tout premiers films, où en fait qui est un film de vengeance avec un père en fait qui va venger sa fille qui a été torturée, etc. Et pendant que lui fait sa vengeance de manière, on va dire, presque désincarnée à l'écran, en fait les plans sont tout le temps entrecoupés d'images de l'état dans lequel il a retrouvé sa fille, quoi. Donc c'était assez révélateur de l'intention. On n'en a pas parlé, mais je pense que c'est quand même un film qui est quand même pas mal porté par son acteur principal, parce qu'il y a ça aussi, c'est que Koji Yakusho, il joue quand même très très bien ce rôle-là, et vraiment la fatigue mentale, tu la vois sur son visage, et au fil du film, elle s'amplifie. Et à la fin, clairement, il est plus que l'ombre de lui-même. T'as l'impression que c'est une coquille vide. Le gars, il est complètement... fantomatique. Juste pour terminer sur le film, je veux dire par rapport à la conclusion, est-ce que pour vous, il y a encore beaucoup de doutes quant au statut de Takabe? Est-ce que c'est une sorte de successeur pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de clair dans la manière de voir le truc ou... Moi, c'est pas clair du tout. J'ai vraiment l'impression qu'on m'a pas tout dit. C'est un peu extrême de dire ça, mais t'as vraiment l'impression que limite le film set up comme si c'était possible qu'il y ait une suite derrière. Je dis pas que le film appelle une suite nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement d'embranchements qui sont pas fermés qu'on peut voir un petit peu n'importe quoi. Ouais, la résolution du personnage de Takabe, bah justement, il y en a pas vraiment en réalité. En fait, je pense qu'il continue son espèce de chemin, justement, cette espèce de pente descendante un peu horrible, et je suis pas sûr que la résolution du film lui apporte une quelconque rédemption ou une quelconque quiétude d'esprit. Bien au contraire, moi je pense que ça ne fait que s'amplifier derrière. De là à dire après que c'est un successeur... Moi je le voyais comme ça en fait, hein. Je le voyais vraiment comme ayant remplacé Mamie en fait. Hein. Bah, ça a du sens, hein, si on creuse un peu ton idée, en imaginant qu'il ait tué le maître d'une certaine manière. Pour moi c'était un passage de relais, tu vois, qui dure depuis longtemps en fait, hein. Depuis bien avant Mamie. Ouais non, ça fonctionne bien. En tout cas, je voyais Takabe dans la scène finale comme étant le successeur de... Quand on y réfléchit, il le coach pour devenir celui qui pourrait lui succéder, si on poursuit dans cette idée. Et à la fin, il le tue, il lui a livré d'une certaine manière tous ses secrets, et ce qui pourrait expliquer, on pourrait, si on était très cartésien dans notre approche, ce qui pourrait expliquer qu'à la fin, on voit cette serveuse qui sort un couteau. C'est-à-dire qu'il aurait fasciné cette personne. Pour moi, c'était ça, moi, tu vois. Pour moi, il parle à la serveuse quelques secondes, et du coup, après, elle vrille, tu vois. Ok. Pour moi, c'était ça. Parce que je me demande s'il utilise pas sa tasse, justement, à ce moment-là, parce qu'elle lui apporte le café, tu vois, il y a un truc comme ça. Ce serait pas bête en soi, parce qu'il y a aussi le fait que, vraiment, toute la fin du film, elle est un peu caractérisée comme, voilà, le personnage principal qui va tuer le père. Alors, c'est pas son père, son maître à penser, tueur en série, on sait pas trop. Comme tu disais, Erwan, il lui a livré tous ses secrets. Mamiya n'a plus de but, plus de fonction en tant que personnage, mais potentiellement, Takabe peut le remplacer. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, potentiellement. Allez, je rajoute une deuxième étoile Letterboxd, c'est bon. Allez, 5 étoiles. En fait, je le voyais comme, tu sais, il est allé au bout de son chemin par rapport à son idée refoulée absolue, c'est-à-dire tout ce qui concernait sa femme, finalement, parce qu'elle finit par être placée en institut psychiatrique. Ce qui lui apporte de la quiétude, parce qu'au final, c'est tout ce qu'il recherche en réalité, c'est une tranquillité d'esprit, peu importe par quel moyen en réalité. C'est comme ça que je vivais le plan final, en fait. Et ce qui va dans le sens de ton idée, c'est justement la séquence que tu viens de citer, où il amène sa femme à l'hôpital psychiatrique pour qu'elle se fasse interner. Qu'est-ce que lui dit le docteur ? Il lui dit « Vous avez l'air encore plus mal que votre femme ». Et ça renvoie à cet état fantomatique. Il n'est plus qu'une coquille vide et il est prêt à être investi d'une nouvelle mission, justement. Ouais. J'étais assez critique tout à l'heure de la vision de la psychiatrie du film. Et maintenant que vous en parlez, à la rigueur, je me dis que le fait que le personnage de Takabe se débarrasse justement de sa femme en rêve, en la tuant, et dans la réalité, en l'emmenant à l'hôpital psychiatrique, je me dis qu'il y a quand même une espèce de critique un peu voilée de l'institution en disant, voilà, c'est comme ça qu'en fait, on met les malades au rebut, et la société ne les accepte pas en réalité, etc. Maintenant, je trouve que justement, c'est peut-être un chouille trop subtil ou peut-être pas assez in your face. Peut-être que c'est moi qui attends que justement ce film dénonce des choses de façon un peu plus rude. Après, c'est le revers de la médaille d'infuser des idées de manière toujours cryptique comme ça, quoi. Ça laisse tellement de place à l'interprétation, finalement, que tu peux presque en déduire ce que tu veux. Hein. En tout cas, Cure reste un film intéressant, hein. Quand bien même je l'apprécie pas nécessairement son visionnage, je lui reconnais des qualités, et en l'occurrence, cette espèce d'ambiance qui se jette la confusion plus qu'autre chose et t'empêche de trop savoir où tu vas, et de te raconter quand même pas mal de choses sur l'âme humaine. Le film te met pas les trucs au fond de la gorge comme un canard qu'on gave, quoi. Justement, c'est à toi d'internaliser tout ça et de faire un petit travail sur toi-même, on va dire, pour te rendre compte, comme Erwan, que tu es de droite, et c'est pas grave, je veux dire, il y a un moment... Non, c'est pas grave. Erwan qui est de droite, et accessoirement, il y a pas que ça, vous avez remarqué dans son discours que c'est quelqu'un de
très violent. Parce que lui, l'effet que ça lui a fait, c'est j'ai envie de lui péter la gueule, tu vois. Quand d'autres disaient, bon, il m'agace un peu, non, lui, il veut lui casser la gueule. Non, mais c'est pour ça que vous avez de la chance que je sois pas devenu flic. Vous devriez me remercier. Mais non, mais c'est voilà, c'est Ah ouais, ça. mais ça, je remercie chaque jour. Enfin, je connais ton tempérament, et je remercie chaque jour la société de nous avoir protégés de toi. Parce que je vous promets que le 6 sur 20, je l'aurais eu, moi. Ah là là, bravo. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit, enfin, à moins que quelqu'un... Une dernière toute petite anecdote. On a parlé à plusieurs reprises, ou en tout cas j'ai parlé à plusieurs reprises de Ring, parce que pour moi, Ring et Cure sont deux fondamentaux de la J-horror, autant dans la manière de filmer que ce que ça dit sur la société japonaise d'alors. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu ça dans une interview de Kurosawa. Il dit qu'en fait, il a été le premier à qui on a proposé d'adapter Ring, en fait. Il était très copain avec le scénariste, un architecte principal de Ring qui a écrit les 3 ou 4 premiers Ring. Et donc, il a vraiment un lien de parenté, en fait, avec toute la J-horror en général et avec Hideo Nakata. Donc, je trouve ça intéressant comment ces figures sont inextricablement liées. Merci pour cette petite anecdote. En fait, ça me trouble toujours quand tu dis qu'il a écrit les 3 ou 4 premiers Ring, parce que Ring, en 2025, c'est un éditeur d'extrême droite. Ah merde. Donc voilà. Ceci étant dit, vous connaissez notre système de notation. Nous l'avons étraîné sur Garçon d'honneur. Nous l'avons perfectionné. Nous l'avons perfectionné depuis, puisque l'algorithme ne cesse de travailler sans relâche, jour et nuit, pour révéler, un peu comme Cure, comme les adeptes de Mesmer, il va révéler au fond ce que vous pensez vraiment des films sans même le savoir. Et ça, c'est fou. Est-ce que tu es prête à appuyer sur le bouton, Flo? Attendez, parce que j'ai quand même pas rappelé que ça s'appelait le bangeromètre. Non, parce que là, les gens nous disent, mais ils tournent la clé de quoi? On comprend pas. Les clés du bangeromètre, voilà, on a chacun une clé, et de notre côté, on la tourne ensemble pour avoir la réponse. Allez, 3, 2, 1... Ça tourne. Attention, c'est lancé. Donc, le bangeromètre travaille un petit peu, hein. Pour mémoire, le bangeromètre, il se base essentiellement sur les vues du film sur Letterboxd, sur la note Letterboxd, mais également sur les interactions Sens Critique pour avoir une espèce de vision un petit peu transatlantique de l'appréciation du film. Transcendantal, on pourrait même dire, hein. Tout ce qui est trans, on aime bien ici. Il mesure essentiellement la popularité du film, hein, plus que sa qualité, vous l'aurez compris. Le score de Cure sur le bangeromètre est de 3691, ce qui est plus que Garçon d'honneur, un film plus populaire, mais c'est toujours beaucoup moins que Parasite, qui faisait 1 477 980. Quel était le score de Garçon d'honneur déjà? 105. Cure a éclaté Garçon d'honneur sur le bangeromètre. Mais je remarque qu'on est à chaque épisode en train de monter les curseurs sur le bangeromètre. On monte un petit peu. Alors, à savoir, par exemple, si on avait traité Ring, il est à 14 582. Il est quand même un chouille plus haut, ce qui fait qu'il est plus populaire. Et je pense que tu m'aurais dit Ring est plus populaire que Cure dans l'inconscient collectif. Je t'aurais dit oui, effectivement. Oui, inévitablement. Puis c'est une franchise, quoi. Il y a eu les films américains en plus, donc c'est inévitable. Alors, est-ce que le bangeromètre est finalement raccord avec ce qu'on appelle l'expéromètre? Bangeromètre versus expéromètre. Marvin. Moi, j'ai envie de te dire que je l'imaginais plus haut sur le bangeromètre. Ouais, je l'imaginais plus populaire en tout cas. Ok. Enfin, j'ai l'impression quand même que c'est un film dont on parle énormément. Alors peut-être dans nos sphères un peu cinéphiles, tu vois. Alors après, on est tous d'accord que c'est moins bien qu'Oldboy, bien sûr. Le cinéma coréen, de toute façon, il met une tête au cinéma japonais, c'est pas compliqué. Ah bah sans problème, bien sûr, évidemment. Moi, je dirais que je suis pas surpris, malheureusement, parce que je pense que Cure est une expérience qui est encore d'une certaine manière plus éprouvante que Ring et qui demande plus d'attention en fait. Mais je suis quand même triste parce que c'est pour moi un très grand film et qui mériterait effectivement d'être beaucoup plus haut. Mais prenant en compte les éléments qui font le bangeromètre, je suis pas extrêmement surpris. Moi, je pense que c'est probablement un film qui souffre aussi de sa proximité iconographique avec le réseau social X d'Elon Musk, et je pense qu'il a perdu beaucoup en popularité. À mon avis, ça se trouve, il avait 20 000 il y a 6 mois. C'est sûr, les gens se sont dissociés du truc, ils ont vu des X, ils ont fait oh là, non. En tout cas, ça signifie qu'il faut que vous regardez Cure, vous l'avez pas assez regardé, manifestement. Alors, justement, pour appuyer ça, je vais quand même préciser que Cure... Alors, il est chez Carlotta Cure en Blu-ray à la base, et l'année dernière, il a été réédité en 4K même. Oh là. En même temps que Cairo. Je possède le coffret 4K de Cairo, voilà, sachez-le. Et pareil, je l'ai regardé en 4K hier et c'est un beau transfert en plus. Donc, facile de faire un peu monter le bangeromètre si vous voulez. Voilà, faites votre taf un peu. On va terminer en passant au reco. Ouais, donc le premier truc que je vais vous recommander, c'est un truc qui est sorti hier sur Netflix en France qui s'appelle Dead Talent Society. C'est un film qui est sorti l'an dernier à Taïwan, donc c'est un film taïwanais. J'en avais un petit peu parlé rapidement et c'est sorti hier. Pour mémoire, c'est une comédie horrifique, donc tout ce qu'il y a de plus, c'est du Shaun of the Dead-like. Hein. Donc c'est l'histoire d'une jeune adulte. Elle est un peu nulle. C'est Jingle Wang qui la joue, donc une actrice taïwanaise que j'aime beaucoup. Le catch du film, c'est qu'elle dispose d'1 mois pour apprendre à faire peur aux vivants. Autrement, elle disparaît
complètement. Elle retourne au néant parce que du coup plus personne ne sait qu'elle existe, etc. Donc il y a ce côté un peu Beetlejuice qui est assez rigolo dans le film. Et au-delà de ça, ce que je trouve vraiment bien fichu dans Dead Talent Society, c'est que c'est un film qui va être assez critique de la méritocratie, de l'esprit de compétition, parce que justement pour apprendre à faire peur aux vivants, elle va pas le faire toute seule, elle va pas se faire à la force du poignet, elle va demander de l'aide et trouver du réconfort auprès d'une petite bande de fantômes qui sont tous d'extrêmes losers. Donc c'est assez rigolo et en plus de ça c'est plutôt bon enfant. Et petite parallèle avec Cairo d'ailleurs, hein, dans les fantômes qui veulent être vus. Moi j'allais dire que ça me faisait penser à Poltergeist et je... Ah, fantastique. Qui a cette ref en 2025? Personne d'autre. Incroyable. Et la deuxième reco que j'avais, c'est marrant parce qu'elle fait aussi un peu l'actualité, c'est L'étang du démon que j'ai découvert mardi, qui est un film de Masahiro Shinoda, un réalisateur qui justement est décédé le jour où je l'ai regardé. Donc je sais pas s'il y a un lien entre mon visionnage et son décès. Comme dans Cure. Mais donc oui, rapidement, L'étang du démon, c'est un espèce de drame un peu surréaliste. C'est inspiré par le théâtre kabuki japonais. Donc il y a une espèce de figure fantomatique. Encore une fois, on y revient. Hein, c'est pour ça, c'est un peu lié à Cure. C'est pour ça que je vous en parle. C'est un peu la figure fantomatique. Donc elle hante un lac. Et le héros va se retrouver dans un espèce de micmac autour de tout ça, c'est super intéressant. La photo, la musique, les effets visuels sont sublimes. Sur la forme, c'est un film qui est parfait. C'est aussi une curiosité culturelle parce que le premier rôle masculin, c'est un acteur qui s'appelle Tamasaburo Bando. C'est ce qu'on appelle un onagata. Donc c'est un de ces hommes qui est connu pour jouer des rôles de femmes. Donc c'est aussi intéressant culturellement de découvrir ça au cinéma parce qu'on le voit pas nécessairement chez nous. Mais voilà. J'ai trouvé 2 recommandations. Enfin, j'ai surtout trouvé une recommandation parce que je regardais ce que j'ai regardé récemment. Bon, j'ai vu Adieu ma concubine, mais Ah putain, c'est coupé la deuxième main. Comme on parle de films d'horreur, je vais parler de Gonjam Haunted Asylum. C'est un Blair Witch Project moderne qui date de 2018 et c'est finalement assez efficace dans le genre. T'as pas une aversion du found footage à la base, historiquement? Si, je suis pas fan du found footage. Je trouve que souvent je ne comprends Une pas. fois on l'a fait regarder The Bay, il était Ouais, non, mais je ne comprends pas pourquoi quand il y a une caméra méga en train de flipper dans la vraie vie, tu filmerais ce qui est en face de toi. T'es juste tétanisé, ta première préoccupation c'est pas de filmer ce qui est en face de toi. Je crois que malheureusement la réalité a dépassé tes idées reçues. T'as bien vu, tu fais du vlog. Donc voilà, tout le monde peut le faire. Quand t'es terrifié à l'idée de pas être à l'heure, bah tu te filmes mon gars. Et donc bref, pour revenir à Gonjam, c'est une équipe d'investigateurs de paranormal, des jeunes qui, pour se faire frissonner, ils ont une sorte de chaîne YouTube. Ils décident d'aller dans un asile extrêmement hanté visiblement. Et évidemment, les choses ne tournent pas bien, mais c'est finalement assez inventif, assez bien rythmé, et ça plonge vraiment dans un truc qui fait un peu froid dans le dos sur la fin, parce que ça touche vraiment au surnaturel. Et donc ça a été un visionnage très agréable, une bonne surprise. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est très divertissant. Bon, moi j'ai pas de reco parce que comme je dis souvent, je n'ai plus le temps de regarder les choses que j'ai envie de voir. Voilà, je vois les choses qu'on m'impose. Hein. Hier soir, on m'a fait regarder The Electric State, quand même, des frères Russo. Ah, attends, c'était incroyable. Bon, Flo était là aussi, voilà, donc c'est un film assez intéressant. Voilà, mais je vais pas vous le recommander. Donc on va terminer l'épisode tout de suite. Alors bon, n'hésitez pas quand même à aller voir. Hein, on en a rigolé, mais allez voir les 2 vlogs récents de notre cher Erwan Kirok, qui est un peu maintenant une espèce de tête de gondole du genre. Le visage de HK. Effectivement, voilà, le Revive Vlog. Hein. Ça pourrait être le nom de ta chaîne YouTube, Erwan, le Revive Vlog. Revive Vlog, j'aime bien. Je note. Blague à part, c'est dispo sur notre compte Blue Sky. Alors j'ajoute qu'on est aussi présent sur YouTube. On a une chaîne on va uploader les épisodes au fur et à mesure, mais vous pouvez retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube HCast. Et donc les vlogs, ils seront aussi. Les vlogs, ils sont déjà. Ils sont déjà, putain. Et bientôt sur TikTok grâce à Erwan et à ses Bien vlogs. sûr, j'espère qu'Erwan, il va se mettre à TikTok assez vite. Ça va TikToker grave. Je pense qu'il n'y a pas de phrase qui en dit plus long sur ton âge que ça va TikToker grave. Ça va je pense. Parce que là, tu sais, quand il rentre le soir, là, il dit à sa femme, oh, ça a vlogué aujourd'hui. Tu vois, bon, une fois qu'on a dit ça, ce que vous pouvez faire aussi en parallèle des vlogs que vous allez voir, c'est peut-être mettre un commentaire sympathique, nous mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez, hein, que ce soit, je sais pas, moi, Deezer, Apple Podcast, etc. Même Podcast Addict, si vous avez Android, allez-y. 5 étoiles, comme la note que je vais mettre à Cure juste après l'enregistrement, du coup. Tout à fait, puisque vous voyez qu'on peut faire facilement changer d'avis les gens en racontant n'importe quoi. Le pouvoir de suggestion, hein, l'hypnose, la fascination. Voilà, tout simplement. Voilà, parce que nous aussi, on a lu Mesmer, hein, bien sûr. Alors, pas le même, moi j'ai lu Mesmer de TF1. Hein. T'as lu le nouveau. Bon, on va terminer ici. Mais par contre, avant de terminer, on a quelque chose à dire quand même, puisque on a décidé de reprendre un peu en main l'orientation politique d'Erwan. Parce que là, ce soir, il nous a révélé un petit peu de quel côté il penchait. Donc, pour le prochain épisode, on va vraiment essayer de le ramener à minima au centre, si on peut. Allez. On va tirer vers la gauche. Avec un épisode un peu à cabas. Est-ce que Flo,
puisque c'est toi qui as proposé finalement ce film-là. Oui. Peux-tu nous dire de quel film nous allons traiter la prochaine fois? Avec plaisir. La prochaine fois, nous traiterons de PTU de Johnny To. Police Tactical Unit. Le premier, le seul, l'unique, hein, parce que finalement, c'est pas comme si les suites avaient une quelconque intérêt. Alors il y a un coffret qui est sorti en France, mais il devait coûter au moins 3000 €. Oh là oui. Erwan là, bien sûr. Félicitations, Mais Erwan. parce qu'il est de droite. C'est le fait de YouTuber et de TikToker, tu vois. De vloguer. Le vlog rapporte beaucoup. Bah, tu sais, quand t'es seul sur le créneau, hein, c'est ça, hein. Il a un monopole, hein. Il a un monopole, le gars, tu vois. Voilà, je pense qu'on a dit assez de conneries. Hein. Ouais. On va terminer l'émission, 5 étoiles sur Apple Podcast, où vous voulez. On se retrouve très bientôt pour, j'imagine, peut-être des petits épisodes d'actu. Et puis sur PTU de Johnny To. En attendant, prenez soin de vous, continuez à regarder des films HK asiatiques ou des thrillers psychologiques fantastiques japonais, comme vous voulez. Merci Flo, merci Erwan, et à très bientôt. Salut. Salut. Au revoir.